Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette conférence parents à part entière, conférence qui va être donnée par Madame Annie Carbonneau, qui est intervenante sociale. Donc, c'est une conférence qui est organisée par le regroupement des parents francophones du Nunavut en collaboration, ou plutôt et appuyée par le réseau santé en français au Nunavut. Donc, le réseau santé en français, le réseau FAN, coordonne le projet Petite enfance en santé au Nunavut. Et puis, l'Association des francophones du Nunavut, elle, a mis en place le regroupement des parents francophones du Nunavut qui déploie une programmation d'activités s'adressant aux parents et aux tout-petits. Donc, dans le cadre du projet PES, la Petite Enfance en Santé, qui est soutenu par l'Agence de santé publique du Canada. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on a Annie Carbonneau qui va nous parler de la masculinité, de la paternité et des impacts sur l'enfant et le développement de l'enfant. Et puis, elle va le faire dans une approche positive. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Annie pour qu'elle nous fasse sa présentation. Donc, Annie, la parole est à toi. Merci pour le bel accueil, Jérémy. Merci pour la belle présentation et l'invitation. Ça me fait plaisir de vous accompagner ce soir et de vous partager ce que j'ai appris, un peu de mon expertise, de mon expérience comme intervenante sociale auprès des jeunes parents, dont les papas et leurs jeunes enfants. Alors, pour rendre l'animation intéressante, je vous propose qu'on fasse ensemble un petit jeu, un petit caout. Alors, Jérémy a pris soin de mettre dans la barre de conversation le lien pour aller se mettre ou rejoindre Kahoot. Et on a mis aussi le numéro de jeu. Alors, j'espère que le salon est va toujours être disponible. Alors, peut-être pour un petit moment, vous allez perdre mon visage et entendre ma voix. Alors, je vais trouver le partage d'écran. C'est ce que je dois faire, je crois. Le Kahoot. Alors, ça devrait embarquer. Voilà. Alors, je suis en attente de joueurs. GG est arrivé. Bienvenue, Jérémy. Alors, les autres participants, vous pouvez aussi utiliser votre cellulaire pour aller trouver Kahoot, puis vous joindre à nous. Alors, ce jeu, on l'a pensé, en fait, c'est un outil qu'on a utilisé, une collègue et moi, alors qu'on avait des... Bonjour, Renaud. Alors, c'est une collègue et moi. On devait faire une présentation sur une formation qu'on a eue sur la masculinité à la santé publique du Québec. Et puis, on a pensé que ce serait intéressant de le présenter comme plus stimulant, de le présenter avec un jeu. Et puis, pour introduire, je pensais que pour ce soir, ça pouvait aussi être une bonne idée d'utiliser une façon ludique d'intervenir parce que la recherche montre que les hommes, ils sont ludiques et ils aiment jouer. Alors, j'ai pensé que ce serait intéressant d'avoir cette formule avec nous ce soir. Voilà. Alors, on peut débuter. Tout le monde, ça va? On débute? Début. La masculinité. Alors, quel mouvement social a permis aux hommes d'être mieux soignés au Québec? Le féminisme, le mouvement du Front national, le scoutisme ou le moonwalk? Alors, la bonne Je suis réponse, le premier à avoir répondu. J'adore ce jeu.
T'aimes ça? Qui a répondu? Le moonwalk. Ah! Alors oui, c'est le féminisme. En fait, c'est bien drôle. Alors c'est le féminisme qui a permis aux hommes d'être mieux soignés. Alors je vous explique. Quand on s'est intéressé à la santé infantile et des mères, on s'est vite, puis on s'est depuis longtemps aperçu que la différence d'âge lors de la mortalité chez les hommes était significativement plus jeune. Les hommes au Québec mouraient plus jeunes que les femmes et on est allé s'intéresser à la cause des décès. Et ce qu'on voit, c'est que les hommes, traditionnellement, sont un peu comme dépourvus de moyens, sont plus vulnérables et fragiles parce que la vulnérabilité, parce que la douleur, parce que se sentir pas bien, c'est pas dans les stéréotypes masculins et ça fait en sorte que les hommes ne vont pas se ressentir malades avant d'être très malades et ne vont pas consulter. Et c'est aussi parce qu'ils étaient dans de, euh, ça, c'est pas ça que là, je voulais en venir, c'est qu'effectivement, depuis les années, on a remarqué qu'il y avait que la différence entre les hommes et les femmes, euh, du décès des hommes et des femmes, je trouve ça. Habituellement, là, quand je fais une conférence, il y a des gens. Puis il y a des gens qui m'entendent, puis qui répondent, puis qui me corrigent, puis qui me donnent parfois du feedback ou là, je regarde leur visage, puis là, je peux communiquer, mais là, je sens que je suis un peu privée de ça, mais je vais m'ajuster. Je vais m'ajuster. Alors, je disais donc, on s'est aperçu que les hommes mouraient maintenant, de, euh, décédaient, vieillissaient davantage. Alors, l'écart s'est ratissé avec le temps. Et on a dit, ah bien, c'est une bonne nouvelle, probablement que les hommes prennent mieux soin d'eux, on arrive à mieux les rejoindre, ils sont plus sensibilisés aux enjeux de santé. Eh bien, non, c'est pas la raison. Malheureusement, si l'écart a diminué entre l'âge de décès entre les hommes et les femmes, c'est dû davantage à ce que les emplois dangereux ont, ont disparu du Québec. Alors, moins d'employés dans les mines, moins d'employés dans la construction. Alors, les hommes sont moins exposés qu'avant aux accidents de travail et c'est ce qui fait que cet écart-là diminue. Alors, il y a du chemin à faire pour aider nos hommes et nos garçons aussi à être plus attentifs à leur santé. Et alors voilà. Alors le féminisme a beaucoup contribué au fait que l'homme est de mieux en mieux soigné et qu'il y a des campagnes qui visent sa bonne santé. Ça va? On continue? Oui, Oui, c'est bon. Merci. Alors, s'ajuster à l'intervention auprès des hommes, c'est reconnaître la différence entre les sous-vêtements féminins et masculins, la différence dans la socialisation, les stéréotypes, les normes traditionnelles identifiées en 1960. Alors, c'est trois réalités, en fait. Alors, les stéréotypes, la différence dans la socialisation et les normes traditionnelles identifiées en 1960. Alors, c'est vraiment en comprenant comment on élève nos petits garçons, les stéréotypes sociaux qui sont véhiculés dans, par exemple, la publicité, la façon dont on parle des genres et de la façon dont on habille nos enfants, offre des cadeaux, les attentes parentales que nous avons selon un garçon ou une fille font la grande différence dans notre perception des hommes et des femmes. Et nous ajuster à eux, c'est de faire l'effort de comprendre les besoins, les vulnérabilités de ces hommes-là, mais comment aussi ils sont en transition. Et puis, voilà. Alors, c'est ce que j'avais à dire. Ce qui j'ai ajouté aussi que
Je dirais que traditionnellement, ce qu'on va dire à peu près, si on s'était rencontrés il y a environ 15 ans, je vous aurais dit, c'est pas compliqué. J'aurais grossi l'image, je vous aurais dit, une maman pour un enfant, c'est celle qui va venir le consolider. La maman va avoir son petit bébé, puis elle va dire au monde entier, taisez-vous, restez loin, faites attention, ajustez-vous à mon enfant. Alors que le papa, lui, son rôle, c'est de dire à l'enfant, ta sensibilité, le monde n'en a rien à faire, tu vas t'ajuster, voici, ça c'est le monde et vas-y, mon grand, puis je t'appuie, puis il n'y a pas de souci. Alors, c'est comme si le papa, c'est la prise de risque, c'est la socialisation et le sens de la loi, traditionnellement, alors que la maman, elle, c'est plus de consolider affectivement l'enfant. Alors, ça serait traditionnellement grossi, mais c'est à peu près ce qu'on pourrait généraliser sur les attentes parentales, là, les attentes qu'on a vis-à-vis des parents en lien avec le genre, voyons, avec le genre de l'enfant, garçon ou fille. Euh, une autre chose qui vient un peu comme compliquer l'approche auprès des hommes, en fait, c'est si les femmes se sentent traditionnellement toujours coupables, les hommes, eux, l'émotion avec laquelle ils ont de la difficulté, est-ce que je vous laisse deviner? Avec quelle émotion les hommes ont plus de difficultés? Non, on prend un risque. Tu nous mets sur le spot, là, Annie. Je ne peux pas vous questionner là, quand on est en vision. OK, OK. Bon, ben, alors, la femme, elle se sent coupable et le papa, lui, est honteux. Alors, le papa, c'est la honte. Alors, ce qui fait qu'il va être fier, reconnaître son enfant, en parler, mais dès qu'il est fier. Alors, le papa a des attentes de performance chez son enfant. Alors, il s'attend que son enfant marche, que son enfant découvre le monde, soit capable de prise de risque. Le papa s'attend ça de son enfant et il va le valoriser selon ce qu'il va agir. Alors que la maman va déjà euh, l'investir pour ce qu'il est. Puis, c'est davantage, c'est ça. Alors, quand vient le temps d'avoir des difficultés pour un papa, bien évidemment, quand on parle de vulnérabilité, quelque chose qui coince dans la famille, bien, le papa va peut-être être plus honteux, donc vouloir aller plus loin dans son autonomie à régler, à trouver des solutions. Alors qu'une famille fonctionnelle, puis une famille qui s'épanouit, parce que ça peut s'épanouir, puis une famille, moi, je répétais souvent qu'une famille idéale, ça n'existe pas. On pense toujours que chez les autres, c'est mieux que dans notre propre maison, mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas accès à l'intimité des autres familles, mais toutes les, la vie familiale, c'est un défi, comme la vie de couple, puis les défis sont nombreux, puis c'est des situations qui coincent, puis qui se libèrent, puis qui coincent, puis qui se libèrent. Alors, on est en équilibre, à un moment donné, arrive du mouvement, du déséquilibre, puis on retrouve un certain équilibre. Et évidemment, si on a un papa qui est traditionnel, il va peut-être être plus résistant à montrer qu'il n'y arrive pas parce que de la façon dont l'homme traditionnel fonctionne, c'est je devrais savoir. Je devrais savoir comment m'en occuper, je devrais savoir, j'ai- je, je dois montrer que je dois performer quelque chose. Et demander de l'aide peut devenir menaçant. Et on va voir que d'ailleurs, c'est vrai aussi dans ma clinique, quand j'ai vu que les papas et les mamans qui me consultaient, ce sont des gens instruits, éduqués, qui ne doutent pas tellement de leur propre valeur. Alors, ils sont capables de douter de leurs interventions, de douter que quelque chose coince, mais ne se sentent pas menacés par, par la situation, donc en parlent librement, puis ils vont se décoincer plus rapidement aussi. Alors, on va à notre autre question.
en 1996, nous retrouvions ces livres en librairie. Les deux titres du livre, Lily se trouve moche et Max se bagarre. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux qu'on trouvait ça en 1996 dans les librairies? C'est faux. Alors peut-être il y en a qui ont vu que effectivement la, la Jérémy il rigole là, mais c'est ça. Alors, effectivement, la publication était là en 2019, en fait. Alors, encore maintenant, ce qu'on offre comme littérature, ce sont des stéréotypes bien cristallisés. Alors, la petite fille n'a pas d'agressivité, la petite fille ne sait pas être en colère, la petite fille est limitée à se trouver belle et séduisante. Et puis, voilà. Mais oui. J'ai bien commencé ce début d'entrevue en disant « Est-ce qu'on voit mes cernes? » Alors, je suis teintée de ma culture et des stéréotypes. Voilà. Passons au suivant. Et puis, on voit, je veux bien passer, mais habituellement, il y aurait eu des mamans qui auraient levé des mains, donné des exemples, voir en quelle sorte il faut vite faire le tour des boutiques de jeux pour voir comment les Legos. À mon époque, les Legos étaient simples, bleu, blanc, rouge pour tout le monde, jaune. Maintenant, il y a des Legos pour les filles, les Legos pour les garçons. C'est vraiment, ça teinte vraiment les... Oui, oui, c'est du marketing, tout à fait, Marie-France, c'est juste. Alors, c'est... Ouais, mais c'est vrai que ouais, j'ai remarqué ça aussi dans les magasins de très, très. Maintenant, c'est beaucoup bleu ou rose, bleu ou violet. Y a pas, c'est très, très, très genré dans les magasins, encore beaucoup dans les magasins de jouets plus traditionnels, là. Je pense que c'est encore le cas, là. C'est encore très genré, je trouve. tout à fait. Alors, c'est persistant. Et puis, est-ce que, à votre avis, comment ça nous prive ou qu'est-ce que ça peut... il y a vraiment des chercheurs qui ont travaillé là-dessus par exemple, sur les genres. Puis, il y a plein de choses qui se font comme, il y a vraiment des psychologues qui vont recommander, par exemple, que socialement, c'est genré puis c'est culturel aussi. Hein. Dans notre culture, il y a comme une acceptation très grande on veut que les petites filles comme les petits garçons, peu importe le genre, développent plus vers des intérêts qu'ils ont. On veut qu'ils puissent expérimenter le plus de choses possible, puis aller trouver ce qui leur plaît, en fait. Ce qu'on a du plaisir à faire de plus en plus comme parents, c'est découvrir notre enfant à travers toutes sortes d'expériences. Puis on va le suivre dans où est-ce qu'il s'en va, puis c'est peut-être une belle façon d'avoir des interactions positives avec notre enfant. Et puis, c'est vrai qu'on ne se connaît pas encore, vous et moi, mais ce qui m'intéresse beaucoup dans mon métier, puis ce qui me tient à cœur, c'est ça, c'est l'adéquation entre l'intervention du parent et celui de son enfant. Ce que je cherche, c'est que l'interaction soit souvent positive et agréable. C'est sûr que c'est inévitable qu'il y a des situations coincées, qu'on se fâche comme parent, que l'enfant, quand on devient parent, on perd beaucoup de mobilité, on, on doit laisser aller plein de choses dans notre quotidien, ça ne va pas au rythme qu'on souhaite, mais c'est déjà compliqué. Alors, je me dis, moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est de faire en sorte qu'on puisse travailler, pas travailler, mais bien observer qui est cet enfant que j'accompagne, quels sont ses intérêts, quels sont ses goûts, puis aller avec ce qui l'intéresse pour l'amener vers des comportements qu'on peut souhaiter ou oui, c'est ça, vers des comportements qu'on peut souhaiter, en tenant compte de ce qu'il est puis de ce qu'il aime, puis en jouant avec ce que notre enfant, ce qui motive notre enfant.
Alors, c'est ce qui m'intéresse dans ce travail-là. Alors, c'est pour ça que quand on arrive avec les stéréotypes rose, bleu, ben, je dis, c'est pas grave. C'est pas grave que grand-papa, grand-maman d'emblée offre une poupée à notre petite fille, puis mais c'est peut-être intéressant de faire en sorte que notre enfant puisse être exposé à autre chose ou à refuser un cadeau ou à le délaisser ou pas l'investir, puis pas s'en inquiéter. Alors, c'est peut-être ça l'intérêt de s'intéresser aux stéréotypes, puis de s'en dégager, de s'en libérer comme parents. Puis permettre à notre enfant, puis à nos petites filles, d'être agressives aussi, d'être capables de garder leurs dents, puis leurs griffes, puis de s'affirmer, puis voilà. Alors, c'est ce que je voulais communiquer. Des réactions, Jérémy? J'avais une question pour toi, Annie. Ouais. Oui. Bon, je me commets, là, je n'ai pas d'enfant, mais quand même, j'ose ma question. Peut-être que je vis dans un monde utopique encore, où on chante Kumbaya en lançant des pétales de rose. Ah, du rose. Mais j'avais l'impression que soit le système d'éducation, le système des CPE, ou, tu sais, bon, intervenait un petit peu dans ce sens-là pour essayer de dégenrer justement bon les jeux, l'accès au divertissement et tout ça de manière à ce que ce soit bon plus équitable. Puis en parallèle de ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu une société de consommation qui met beaucoup de pression. Puis bon, tu sais, peut-être que l'éducation peut jouer un rôle dans ça, l'éducation des parents là, par rapport à justement l'accès à des jouets plus genrés et tout ça. Est-ce que je me trompe avec cette perception-là? C'est-à-dire, d'une part, bon, que soit le système d'éducation ou le système de CPE a pris une autre tangente pour essayer de déjarrer quand même un peu, ou je suis dans le champ? Mais en fait, c'est que ta question, elle est vraiment bonne. Alors, tu viens vérifier une perception. Évidemment, ça aussi, dans les études, c'est sûr qu'un enfant qui est au sein d'une famille où, par exemple, on va parler des papas, là, où dans la culture générale, c'est comme d'où je viens, moi, au CLSC Villeray, je travaille avec des parents dans un quartier où on vote Québec solidaire. Donc, c'est favorisé, c'est éduqué. Puis, les gens se sentent dans leur pouvoir et ils sont préoccupés de ça. Puis, ça pose pas problème pour eux. Mais c'est pas la majorité des gens. Alors, la majorité des gens sont coincés dans le temps, ils sont sollicités par beaucoup de publicité, beaucoup de divertissement. Le temps manque pour faire tout ce qu'ils ont à réaliser. Aussi, on veut être productif partout. On veut être productif au travail. On veut prendre soin de notre corps. On veut être performant, je veux dire, même performant dans notre parentalité. Ce qui fait que c'est utopique et exigeant d'accéder à tout ça. Alors, on reste beaucoup influencé par la culture de masse. Ouais. Je dirais que c'est pas... c'est une question d'être vigilant. Puis, c'est ça. Puis, quand on fait comme des rencontres comme ce soir ou des conférences, c'est, encore une fois, c'est souvent des parents qui sont déjà préoccupés, interpellés, qui sont intéressés à prendre un pas de recul, qui savent que, ben, c'est souvent aussi les parents qui peuvent s'autoriser ce recul-là. Ces parents-là, ils se sentent déjà libres de quelque chose. Ils sont déjà dans le pouvoir faire le choix. Si, par exemple, on parle d'une famille défavorisée qui a du mal à joindre les deux bouts, c'est dans l'urgence qu'elle va aller consulter ou qu'elle va s'intéresser, ou ça va passer, ça passera pas là. Puis c'est pas une préoccupation qui touche encore beaucoup de personnes. Mais encore une fois, les gens tiennent à donner un genre aux enfants, puis à leur manifester, c'est humain. Ils veulent que leur enfant s'intègre dans
dans s'ils sont filles ou garçons, ils veulent être intégrés selon leur genre et on va leur offrir des cadeaux en conséquence pour leur dire voici qui tu es. Nous, on te reconnaît en tant que fille, nous, on te reconnaît en tant que garçon, puis on va avoir des attentes selon si tu es un garçon ou une fille. Est-ce que ça répond un peu, Jérémy? Oui, Marie-France? Oui, c'est parfait, merci. Oui, ton dernier petit bout de conversation m'a fait réfléchir à quelque chose. Est-ce qu'on met trop l'emphase, à ce que l'enfant se définisse comme fille ou garçon? Parce que dans le fond, est-ce qu'il ne pourrait pas juste être libre d'être une personne sans avoir à être déjà genré très, très jeune? Puis souvent, même quand on parle à nos enfants, on va dire mon garçon, ma fille, puis tout ça, mais on les cadre, mais je sais pas trop où est-ce que je m'en vais avec ma question, là, mais c'est quelque chose que culturellement, on fait sans même y penser, là. Penser humainement. Et sans demander le consentement aux enfants de est-ce que toi, tu t'identifies comme ça? Puis il y a un âge où ils sont trop jeunes, mais il y a un âge où ils arrivent à le faire. T'sais. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ou de façon de faire. Ce qu'on dit, c'est en laissant nos enfants, soyons curieux de ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui les attire, plutôt, puis de leur remettre cette information-là. Je dis souvent, ce qui est intéressant, c'est de devenir des bons commentateurs sportifs avec eux. Fait que c'est de dire, hey, toi, t'aimes vraiment ça, les voitures, ça te fait donc plaisir. J'en ai dans mon entourage des petites filles qui aiment les voitures, puis qui aiment les jeux de ballon, d'autres. Mais encore, c'est tellement fort que, tu sais, on a identifié, on a vu que les petites filles qui jouent avec des voitures, que c'est pas long que les voitures se parlent entre elles. Elles font pas comme les petits garçons, les stationnés, font des accidents. Les petits garçons font des mouvements, vont stationner les voitures, elles se cognent entre elles, ils vont les propulser. Alors, c'est sûr que dans la définition de, tu sais, être homme et femme, il y a aussi toute la théorie évolutive, la façon dont les genres ont évolué avec le temps. Puis il y a quand même des préférences qui se remarquent. On laisse explorer les enfants, puis souvent, les enfants vont avoir des jeux qui sont conformes à leur genre. Ils vont préférer ceux-là. Parfois non, parfois oui. C'est quand même intéressant de voir que la plupart d'entre eux vont adopter les jeux, puis vont s'identifier aussi. C'est par identification, ils vont comprendre rapidement qu'ils sont garçons, filles, puis ils vont s'identifier davantage de cette façon-là. De cette façon-là, en se reconnaissant chez leurs petits copains. Mais dans le 0-5 ans, c'est vers 3 ans qu'ils s'identifient de façon permanente à un genre, habituellement. Puis, je ne suis pas sûre, veux-tu me répéter le restant de ta question, Marie-France? Qu'est-ce que tu disais? C'était un peu flou comme question. Là. C'était plus un partage d'idées sur le fait, tu sais, est-ce qu'on devrait genrer l'enfant? Je pense que c'est plus ça ma question quand on interagit avec lui, tu sais, mais parce que culturellement, c'est ce qu'on fait, mais est-ce que c'est la bonne chose à faire? C'est super fiable. On vit en communauté, on vit les uns avec les autres, puis ça reste un processus. Alors, c'est sûr que d'arriver, puis il y a des parents qui vont dire non, moi, je ne veux pas que vous identifiez mon garçon, comme une fille, qui ne vont pas donner un nom à une fille, un nom, même un nom qu'on dit binaire, mais c'est correct. Sauf que ça peut être vraiment aussi angoissant. Tu sais, c'est comme quelque chose qui est pas commun. Alors, c'est pas conforme. Et le petit être humain, il est bien dans la conformité. Il est bien quand les choses sont claires. Leur monde, à leur niveau, est tellement complexe que, tu sais, de savoir, ah, voici, je suis un garçon, je suis une fille, c'est stable. On m'identifie comme ça, on s'attend ça de moi. Quand je cadre, tout va bien. Quand je cadre pas, ça coince. Alors, ouais, c'est ça, c'est tout. C'est juste de savoir que parfois, c'est pas ça la réalité, puis c'est correct aussi. Mais que de
qu'un enfant, on l'identifie comme fille, garçon, la société continue pour l'instant à le faire. On a des attentes vis-à-vis de moi parce que je suis une femme. Puis moi aussi, quand je rentre en relation avec un homme, j'ai pas le même comportement qu'avec une femme. Puis ça, il y a plein d'études là-dessus. Comme par exemple sur le stress, c'est intéressant de savoir qu'une femme qui rencontre une femme, son stress diminue. Un homme qui rencontre un homme, son stress augmente. Un homme qui rencontre une femme, son stress diminue. Fait que, puis une femme qui rencontre un homme, son stress augmente. Fait qu'on voit, puis pour le moment, c'est ça le portrait. Ça ne veut pas dire que ça peut pas, ça va changer, ça va évoluer, mais ça reste un processus. Alors, je reste toujours prudente comme les parents. Tu sais, je dis aux parents, c'est beau de la liberté d'être, mais en premier, essayons d'ancrer notre enfant le plus possible dans la réalité, dans la culturelle dans laquelle il est maintenant. Qu'il y a des repères dans ce qu'il est maintenant, puis faire confiance que progressivement, ça va se transformer. Mais soyons prudents à ne pas déposer sur un enfant, de faire d'un enfant un projet de transformation sociale. Ça va être très dur pour l'enfant. Je me souviens, il y a un petit garçon que j'ai vu à l'école en maternelle, puis il avait tous les cheveux remontés, des barrettes, puis je ne pouvais pas identifier que c'était un garçon ou une fille, puis j'ai pas fait attention. Là. Moi, je suis de l'époque où les petites filles, ben, ils ont les cheveux longs, les garçons, les cheveux courts. Fait que je me suis trompée. J'ai fait l'erreur. Mais lui, il est resté très serein. Il me dit, non, je suis un garçon. Ah, t'es un garçon? Ah, bonjour. Excuse-moi, quel est ton nom? Puis puis il y avait un nom aussi peu commun. Alors ça a créé de la confusion. Puis le garçon, il était capable de gérer ça. J'étais vraiment impressionnée. Puis, tu sais, je lui ai dit, ça va arriver souvent qu'on ne sache pas que tu es un garçon, une fille. Tu sais. Fait qu'il dit oui. Il dit, ça m'arrive souvent, mais ça me fait plaisir de le dire. Fait que lui, il était bien avec ça. Mais peut-être qu'un autre enfant aurait été plus angoissé ou je l'ignore. Mais, ouais. Fait que je resterais prudente. Fait que je pense que c'est correct Il y a des sociétés aussi qui ne disent même pas le prénom avant. Je pense que c'est en Islande où c'est long avant qu'on dise le prénom de l'enfant, justement pour qu'il reste un bébé. C'est un bébé, garçon ou fille. Et puis, c'est drôle parce que dans ce qu'on sait, on passe à une autre question, puis je vais vous montrer que j'ai un petit punch qui parle des genres encore. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que ça va? Oui? On continue? OK. Hé! Renaud, ça va bien pour toi les points? Combien de temps un parent accorde en moyenne à ses enfants pour le consoler? Oui, ben oui. Alors, 15 minutes pour les filles et 5 pour les garçons. Et est-ce que vous estimez que les deux ont les mêmes besoins d'être consolés? Est-ce que vous pensez que les garçons et les filles... Oui? Oui, hein? Tout à fait. Fait que ça, c'était mon punch. On s'en venait à ça. Je voulais vous dire que Joël et Joël, jusqu'à 3 ans, sont égaux. Égaux dans leur développement, égaux dans le câblage de leur cerveau, leur plasticité cérébrale. Ils sont vraiment égaux dans leurs besoins. Alors, c'est vraiment après l'éducation qui va faire en sorte de les différencier. Par rapport ce qui me tient à cœur, l'agilité émotionnelle, parce que je pense que si on veut que, personnellement, moi, j'ai un papa que j'adore, puis un fils que j'aime beaucoup, et puis je suis vraiment intéressée à ce que ces deux hommes-là
continue à prendre soin d'eux. Mon père est exemplaire dans la prise en charge de sa santé. Il est chanceux. Il est entouré aussi de deux petites sœurs qui admirent mon père, qui l'aiment beaucoup. Donc, ils prennent soin de lui, mais mon père écoute bien ses petites sœurs, prend soin de lui. Et puis, mon fils aussi. Il y a du travail à faire avec mon fils quand même, mais c'était important pour moi de rendre mes 2 enfants agiles. Donc, capables de ressentir la peur et capables de ressentir aussi la tristesse. Ben, j'étais déjà sensibilisée qu'on avait un comportement, des attentes différentes là, par rapport aux filles et aux garçons. Par exemple, il y a l'histoire du petit nageur. Alors, quand un papa, on a filmé des papas et des mamans à la piscine avec leurs enfants. Et on a vu que, par exemple, avec le papa, ce qui est intéressant de remarquer, c'est quand il y a un petit garçon avec lui, puis il veut lui montrer à nager au même âge, à 3 ans, là, il va dire au petit garçon, il va s'éloigner du bord, puis il va dire « nage » avec, il y a des flotteurs naturellement, là, mais il va dire « vas-y, nage, nage », puis il va l'envoyer vers le bord de la piscine. Alors que pour une petite fille, il va prendre sa petite fille par les mains, puis il va lui dire « viens me voir ici ». Alors le plus sécurisant, c'est, puisque l'enfant a besoin dans une situation nouvelle, comme nous tous d'ailleurs, quand on est dans un contexte de nouveauté où on ne maîtrise pas notre environnement, on a besoin du contact visuel, d'un visage accueillant, souriant, qui nous encourage. Alors tout de suite, le petit garçon, on lui dit « tu dois être capable ». On lui demande de faire fi de sa peur, puis de relever le défi d'aller vers l'inconnu d'emblée. Alors, c'est 2 façons de faire différentes selon qu'on est devant un petit garçon ou une petite fille, mais leurs besoins de sécurité aux 2 enfants sont les mêmes. Et puis, évidemment, le petit garçon va vouloir performer. C'est intéressant, il va prendre le risque. Son père va lui dire vas-y, puis il va réussir. Il va peut-être pleurer. Là, s'il pleure et qu'il ne veut pas, bien, peut-être que le papa va être déçu, va mettre de la pression. Mais effectivement, le papa va être déçu. Il va demander, attendre de son enfant qu'il soit capable de relever le défi. Alors que pour sa petite fille, bien, au même âge, il va avoir une autre attente vis-à-vis d'elle. Tout ça pour dire que ce que les recherches disent, ben, c'est un peu, ça confirme l'hypothèse que les hommes, c'est pas parce qu'ils sont dans une optique biologique ou évolutive moins capables de gérer leurs émotions, mais qu'ils sont vraiment dissociés de leur peur et de leur tristesse. Alors, ils la ressentent plus, ils vont l'agir très souvent, mais ça ne vient plus dire « Ah, je suis triste, là, il y a quelque chose, il y a une perte, je suis en train de vivre la perte de quelque chose ou une inquiétude. » Alors, ça va devenir gros et important avant que la situation puisse se régler pour lui. Il y avait un autre petit comportement, l'histoire du comportement. Ah, ce qu'on a trouvé aussi d'intéressant avec la recherche, c'est de dire, on a observé aussi que une maman seule avec son petit garçon et sa petite fille va avoir les mêmes attentes, le même comportement en l'absence du père. Et pareil pour le papa. Un papa tout seul avec son garçon, sa fille va avoir les mêmes attentes, le même comportement. Mais dès que la femme s'introduit ou que l'homme, à l'inverse, le conjoint ou la conjointe s'introduit, là, leurs attentes changent. Alors ça, c'est intéressant aussi d'observer que sans qu'ils en soient conscients, en fait, les attentes changent. Alors, c'est quand même puissant ce qui se passe en relation avec, selon si on est devant un petit garçon, une petite fille, un homme, une femme. Puis, ça va être un processus avant de pouvoir vraiment comme se libérer de ça. Et puis, se libérer de ça, bien, c'est important. C'est important
selon la culture où on vit aussi. C'est peut-être important pour nous au Québec, mais c'est peut-être moins important pour les gens en Afrique ou dans d'autres cultures. Mais voilà. Alors, c'est ce que j'avais à raconter. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires ou non? OK. Renaud, oui. Renaud, puis après Marie-France. Marie-France en premier? OK. Je peux y aller? Ben, dans le fond, juste, ça m'a fait réfléchir à, tu sais, qu'est-ce qu'en disent les études sur les couples homosexuels versus, tu sais, tu disais, quand l'autre parent est là, le comportement change. Euh, parce que c'est un parent du sexe différent, mais si les deux parents sont de même sexe, est-ce que les comportements vont changer pareil? Est-ce que c'est juste le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui t'observe qui te fait changer de comportement ou c'est le fait que l'autre est d'un sexe différent qui fait que tu vas changer ton comportement par rapport à ton enfant? Oui, Marie-France, c'est vraiment, vraiment intéressant comme question. Dernièrement, j'ai écouté sur Netflix, il y avait une série qui s'appelait Poupon. Puis, c'est un documentaire, puis il est super bien fait, le documentaire, puis c'est toutes des noms, des références que je connais de chercheurs qui sont validés par la science, que je retrouve, moi, quand je regarde, par exemple, Naître et grandir ou l'encyclopédie du développement du jeune enfant, je m'y retrouvais. Puis, c'était vraiment... il y avait... il nous présentait toujours des couples homoparentales, puis on voit tout le temps qu'il y a comme tout le temps deux... on retrouve toujours un papa qui est davantage aux soins de l'enfant, qui prend soin de l'enfant, qui va l'alimenter la nuit, qui va se rendre davantage disponible pour les soins, puis un autre papa qui va se rendre davantage disponible pour les jeux, les activités, puis qui va aussi prendre soin comme on voit dans un couple hétéro. Puis, moi, ce qui m'avait fascinée, c'était en fait, ce qu'on observe beaucoup dans notre monde de performance, c'est évidemment, là, il y a la dépression postpartum, mais il y a aussi la dépression maintenant qu'on appelle le burn-out parental qui existe. Puis, dans le documentaire, on voit qu'il y a une grande injustice au niveau des mamans en général pour leur sommeil, parce que l'amygdale qui s'occupe de nous aviser des dangers, qui nous tient dans un certain éveil en lien avec des dangers potentiels, est bien éveillée pour la maman qui a un nouveau-né, qui l'allaite, puis qui va en prendre soin la nuit. Puis, ce qui fait que cette maman-là, elle est fatiguée, puis surmenée souvent dans les premières semaines, premiers mois. Puis ils ont voulu voir si cette injustice-là était juste pour les femmes ou ils sont allés vérifier avec les deux papas, un couple homoparental, puis ils ont vu la même chose. Le papa qui se levait, qui donnait les soins la nuit, qui était plus aux soins de l'enfant, lui aussi était fragile, fragilisé, vulnérable, comme une maman. La même chose. Alors, c'est vraiment comme cette façon, quand les besoins, c'est que le petit nourrisson, il est complètement dépendant de nous. Puis on se sent vraiment, j'ai une amie qui l'avait très, très bien illustré, qui me disait, moi, Annie, là, je ne sentais pas que je l'aimais, mon bébé. Je sentais plutôt que je devais le défendre, le protéger. Je sentais qu'il était sans défense, puis que je devais le protéger à tout prix. Puis je trouvais vraiment que ça faisait plein de sens parce que quand elle s'attachait à l'enfant réel, autant pour le papa et la maman, maintenant on sait, là, même le papa aussi s'attache à l'enfant. Lui aussi là, est influencé par l'hormone, l'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement, de la même façon que la maman. Puis un attachement à un enfant, ça peut prendre quand même plusieurs semaines, plusieurs mois à se développer. Alors, c'est intéressant de voir que notre cerveau, ben, il est capable de devenir plus maternant ou plus paternant. Que ces rôles-là, on pourrait parler, un jour, je suis sûre qu'on va parler de fonction maternelle et de fonction paternelle.
plus que de papa, de maman, ouais. Ouais. Mais pour le moment, ça reste très présent, puis on valorise les papas à être présents auprès des enfants par leur esprit ludique, parce qu'ils sont convaincus que nous, les mamans, puis pareil pour le papa qui prenait soin du petit bébé, c'est difficile pour nous de croire que ce petit bébé-là, sans défense, qui nous a tant préoccupés, dans lequel on était très, très inquiète, soit capable d'affronter la vie à l'extérieur. Ça devient difficile d'y croire. Alors que le papa, lui, il est moins touché de cette façon-là. Alors lui, c'est plus facile de croire que cet enfant-là, il est capable, il va se développer, puis il est comme le voisin, si le voisin peut le faire lui aussi. Puis il a la foi davantage en l'adaptabilité de l'enfant. C'est plus facile pour lui. Mais moi, je suis convaincue que c'est vraiment parce que quand on prend soin d'un... Ouais, c'est ça, cette vulnérabilité-là, je suis sûre qu'elle n'est pas juste... et ça n'a rien à voir avec un instinct maternel, mais elle est plutôt acquise avec l'expérience de devoir prendre soin d'un petit bébé sans défense. Est-ce que ça répond, Marie-France? OK. C'est bon. C'est quelque chose de revenir dans le... Je suis contente de le refaire, de revenir dans l'intervention. Ça fait un petit bout maintenant. Mais les choses reviennent tranquillement, là. On va y arriver. Renaud, est-ce que tu as toujours une question par rapport à... Tu voulais intervenir? Ben, en fait, je peut-être un commentaire. Je pense que j'ai comme l'impression que quand même les pères ont quand même changé. Tu sais, tu parlais au niveau du contact avec les émotions. Moi, je me rends compte qu'autour de moi, les pères sont quand même en contact avec leurs émotions. Je pense que c'est de plus en plus. Je pense qu'ils sont plus à l'aise, sont capables là, de nommer leurs émotions, puis de les reconnaître chez les enfants, chez leurs enfants. Donc, je pense qu'il y a comme une transformation à ce niveau-là, là, comme une transition. C'est vrai, puis elle est bien documentée. Alors, on va aller plus loin dans notre questionnaire et on va voir comment, Renaud, je suis tout à fait d'accord avec toi, comment ces hommes-là, cette masculinité-là, ben, se transforme effectivement. À 18 ans, un garçon a la maturité d'une fille de 16 ans, vrai ou faux? C'est bon? C'est vrai? OK. Fait que rapidement, on continue à voir que, par exemple, je voulais apporter, puis on a eu cette discussion-là aussi récemment entre amis, sur le fait que c'est vrai que c'est une vulnérabilité, en fait, que la petite fille plus mature, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bien, ça veut dire concrètement que la petite fille à 18 ans, contrairement aux garçons au même âge, est capable d'anticiper davantage qu'est-ce qui va arriver. C'est au niveau des capacités d'anticiper la conséquence de ses gestes. Puis aussi, elle est capable d'inhiber certaines réponses plus facilement. Des réponses par rapport à ses émotions, c'est vrai, mais elle est capable davantage de retenue qu'un petit garçon de 18 ans. Au même âge, les petites filles sont plus matures. Puis, mon ami soulignait que c'était moins vrai chez les garçons qui venaient de milieux plus favorisés. Alors, j'ai cru cette amie, je ne possède pas toutes les vérités, mais j'imagine que c'est probablement vrai.
Puis là aussi, que plus on tombe dans la défavorisation, bien, peut-être que ces vulnérabilités-là sont plus grandes. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est ce qui est vrai, c'est qu'à l'université, on peut penser que les jeunes hommes qui rentrent à l'université sont quand même bien choyés, tout le monde. Mais il y a de plus en plus de femmes qui sont représentées dans tous les domaines. Puis, quand j'ai fait la formation avec le chercheur, M. Tremblay, qui me donnait la formation, lui était bien inquiet. Il s'inquiétait, en fait, que les garçons aient plus accès aux places dans certaines professions parce que, justement, ils accusent une immaturité. Donc, tout leur parcours au secondaire ou au cégep qui tiennent compte des notes, ben ils seraient comme un peu désavantagés parce qu'ils n'auraient pas la même conscience de l'importance de leurs études ou de ce qu'ils font. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous pourriez reformuler mieux ce que je suis en train de dire? Des fois, ça se peut, hein? Ça se peut. C'est bien possible. Mais on le retient. Puis de toute façon, moi, je me souviens, c'était il y a 25 ans passés, puis j'ai eu un fils le 23 septembre, puis beaucoup de personnes de maman qui m'ont avisé que, écoute, fais retarder l'entrée à la première année, attends, puis c'est pas ça qui est arrivé, mais j'ai vraiment senti que cet enfant-là aurait gagné vraiment d'attendre une année de plus avant de rentrer à l'école. Ça aussi, je sais pas si c'est partout pareil, la rentrée scolaire, s'il y a d'autres façons de l'évaluer que par l'âge, quand un enfant est prêt ou non à rentrer à l'école. Je ne sais pas si vous connaissez d'autres pays où on fait autrement que par l'âge pour la rentrée scolaire. Je sais que Nathalie qui est présente, peut-être que je ne sais pas si ça se fait ailleurs, non. Mais je pense que... Ben, pas de ce que je... Non, je pense que c'est toujours une date limite, là. Veut pas, faut se baser sur quelque chose, donc je pense qu'il se base vraiment sur l'âge. Je connais pas de pays où il se base sur autre chose, là. Mais c'est vrai que les garçons, disons, moi je suis enseignante, puis quand je vois un garçon, au Québec, c'est jusqu'au 30 septembre, dans le fond, il faut avoir 5 ans disons, pour la maternelle. Puis quand on voit un garçon qui est né en septembre, on part quand même avec une petite idée, ça va être difficile. Ouais, peut-être qu'il va avoir la maturité va moins être là, tout ça. C'est pas nécessairement, mais c'est vrai que j'ai des amis aussi qui ont leur garçon au mois de septembre, puis elles se disent, ah non, mon garçon va être comme plus mature par rapport aux autres. Mais c'est vraiment vrai. Mais là, selon ce que tu nous dis, oui, mais... Oui, mais c'est vrai. Jusqu'à 3 ans, non. Puis après 3 ans, oui, il y a une maturité là, qui se fait plus rapidement chez les filles que chez les garçons. J'avais peut-être une petite question, Annie. Jusqu'à quel âge ce retard dans la maturité demeure ou reste? Écoute, je ne l'ai pas avec précision, mais je pense que c'est autour de 25 ans que ça se rattrape. Puis, je pense que ça a à voir avec les capacités d'inhibition qui sont plus difficiles chez les garçons en raison de la testostérone que chez les femmes qui n'ont pas ce surplus d'énergie ou ils ont une énergie. Cette énergie-là n'est pas... Puis là, je sais que les gens autour de moi, quand on y réfléchit, surtout mon amoureux aime bien dire oui, mais c'est parce que on n'apprend pas aux garçons à bien se tenir. On leur met pas assez de limites ou on leur montre pas à rester en place. Bon, c'est une vision des choses. Moi, je pense qu'il y a des limites. Je pense que les petites filles, eux, elles tiennent en place. Elles sont intéressées, elles sont capables de se concentrer, d'être longtemps dans une action. Elles sont minutieuses rapidement au niveau même de l'appréhension, même au niveau de la... C'est pas pareil au niveau de... Comment on appelle ça, là? Les ergothérapeutes, au niveau de la motricité fine, c'est pas du tout la même chose chez le garçon puis la petite fille aussi. Là aussi, il y a des habiletés qui prennent plus de temps à se développer. Nathalie, tu voulais intervenir? Non, excuse, on a eu des problèmes avec l'ordinateur, on avait perdu la conférence. C'était de revenir, désolée.
Bon, la petite portion, les questions par rapport à pourquoi c'est important de s'intéresser au développement selon les genres, ben, c'est le fun de les questionner. Puis c'est le fun de voir qu'on peut donner davantage de liberté aux petits garçons. Puis même, c'est les politiques qui devraient changer peut-être en matière d'éducation pour, selon ce chercheur-là, lui, il questionnait vraiment le milieu scolaire par rapport aux garçons. Ah, maintenant, c'est Jérémy qui est en tête. Bravo, Jérémy! D'après une métasynthèse de 2015, quelle est la différence en pourcentage entre les genres? Eh oui, 5% seulement. C'est dire comment comment les stéréotypes et la façon dont la société voit et se représente l'homme sont très significatives même sur la façon dont les hommes et les femmes, leur cerveau vont être câblés. Qui est l'homme libéré? C'est Renaud. Oui, Jérémy, celui qui accepte sa tristesse, c'est le conjoint, c'est mon conjoint. C'est un papa qui donne des soins à son nouveau-né, c'est celui qui se reconnaît dans l'erreur sans honte. Et voilà, ce n'est pas mon conjoint. Et voilà. Mais là, je n'en dirai pas plus sur mon conjoint, mais je vais vous parler de l'homme libéré. Alors, l'homme libéré, ben... Alors, l'homme libéré, ben voilà. Alors, c'est un papa qui donne des soins à son nouveau-né. Alors, évidemment, là, mon conjoint a bien pris soin de ses filles, a changé leur couche, puis a donné plein de soins. Celui qui accepte sa tristesse. Alors, encore une fois, on veut bien accepter notre tristesse, mais encore faut-il la ressentir. Si la tristesse, on a appris juste à l'agir, ben ça va être tout un travail d'apprendre à la ressentir. C'est pas... c'est très inconfortable. La tristesse, la honte, le doute, la confusion, ce sont des émotions douloureuses dans lesquelles on est inconfortable, tous les êtres humains, hommes et femmes. Nous, les femmes, la façon dont on est en relation les unes avec les autres de façon évolutive, c'est-à-dire vraiment de la façon culturelle, de comment on a évolué, on est câblé d'être capable facilement de reconnaître toutes ces émotions douloureuses-là. On est capable de les reconnaître, on est capable d'en parler, de les nommer. C'est pour ça que on en parle avec nos copines, pas avec nos amoureux souvent. Quand on parle de quelque chose qui nous fait de la peine avec notre amoureux, souvent on va être envoyé à des solutions rapidement. Il va nous dire, ben fais ci, as-tu pensé à faire ça? Alors qu'une copine va davantage nous écouter, nous recevoir, elle va avoir moins besoin peut-être de nous rassurer. Elle va peut-être être confortable qu'on en parle. Alors, c'est pas du tout le même rapport. Alors qu'il y a des hommes qui ne peuvent pas ressentir la tristesse. Ils peuvent ressentir quelque chose d'inconfort. Ils peuvent ressentir un grand inconfort, vouloir fuir. Ils peuvent ressentir de la peur quand ils ressentent de la tristesse. Ils peuvent ressentir de la colère, mais pas la tristesse. Alors, c'est un apprentissage. Voilà, c'est un papa qui donne des soins. C'est celui qui se reconnaît dans l'erreur sans honte. Alors, encore une fois, être dans l'erreur, c'est le commun du quotidien d'une famille. C'est être un parent, c'est être dans l'erreur. Parce que sinon, on ne serait pas dans l'ajustement parental, on ne parlerait pas d'adéquation parentale si on n'était pas dans l'erreur. Par exemple, une maman, comme un papa. Souvent, les mamans
les mamans venaient me voir, puis avec leur bébé qui allaitait 3 mois, 4 mois, puis disaient, mon chum, il peut rien faire. Quand mon bébé pleure, il me le donne. Puis là, je le prends, puis c'est toujours moi qui dois le mettre au sein ou faire quelque chose pour le consoler. Lui, il n'y arrive pas. Puis moi, je disais, ben, tu peux penser, tu peux poursuivre l'idée que parce que tu es une maman, tu y arrives mieux. Mais c'est pas vrai. C'est pas ça. C'est que tu as une expérience de ce bébé-là. Tu es là depuis le début, c'est toi qui l'allaitais. Tu as une expérience, tu t'es ajusté. Tu t'es ajusté à ton enfant, tu as trouvé des moyens. Puis, en plus, ça aussi, ça a été étudié. Une mère, une fois sur deux, donne une mauvaise réponse à son enfant aux besoins de son petit bébé. Une fois sur deux. Mais elle se réajuste, elle se réessaie, elle reprend autrement, puis elle va finir par être confortable, elle va s'ajuster. Mais ça, c'est de la grosse observation qui a été faite. Là. Puis ils ont vraiment pris le temps de noter changement dans la voix, changement dans la posture, changement dans la respiration. La maman va faire plein de choses pour s'ajuster. Et là, je dis aux mamans, partez. Parce que les mamans, elles étaient épuisées. Puis là, elles disent, mais moi, je ne suis plus, là, il pleure. Moi aussi, il faut que je prenne soin de moi. Je dis, laissez-le, puis ayez confiance. Dites au papa, tu vas apprendre. Tu le prends, puis quand tu n'en peux plus, là, parce que tu te sens dépassé par les pleurs, tu le déposes en sécurité dans son lit. Tu as le droit. C'est bien correct. Le bébé, là, il sait qu'il n'est pas individué. Il fait partie de toutes ses sensations. Il n'est pas encore contenu dans un corps. Il ne se perçoit pas comme laissé dans son lit. Alors, s'il pleure, laisse-le, puis que toi, tu n'en peux plus. Va prendre l'air, reviens 5 minutes plus tard, réessaie, reprends-le. Puis là, fais comme moi. Regarde, est-ce qu'il y a besoin d'être langé? Est-ce qu'il y a un inconfort gastrique? Est-ce que c'est un roux à passer? Puis quand tout ça est fait, bien, on repassera au sein. Moi, je vais avoir le temps de partir 10 minutes, puis là, on se donnera la touch, puis on réessaie. Alors, et puis ça fonctionne. Quand on intervient de cette façon-là, puis qu'on dit non, non, il va apprendre, puis que le papa, il veut. C'est sûr que si c'est au-dessus de ses forces, c'est au-dessus de ses forces, mais souvent, les parents y arrivent. Puis, il y a plein de situations aussi où le papa a comme pas le choix dans la mesure où il y a des accouchements traumatiques, des mamans qui sont hospitalisées pour toutes sortes de raisons après un accouchement, puis le papa se retrouve à prendre soin du bébé, mais il y arrive. Alors, c'est inconfortable au début, il se sent impuissant souvent, il a l'impression de ne pas y arriver, mais lui aussi, il va s'ajuster aux besoins du bébé, puis il va être bien capable de consoler son bébé. Puis je rassure toujours les parents, les jeunes parents, en leur disant, le rôle d'un parent, c'est pas d'arrêter les pleurs du bébé, c'est de répondre aux pleurs du bébé. Mais dès que je le prends en charge, que je le prends dans mes bras, que j'essaie des choses pour le réconforter, ces choses-là peuvent ne pas fonctionner. C'est correct. Mais je suis avec l'enfant. Puis quand moi, je me sens comme dépossédée de mon calme, bien là, je dépose l'enfant souvent de l'emmailloter, de le laisser en sécurité. Je vais retrouver mon calme d'abord, puis après, je retourne auprès de l'enfant. Puis ça, les familles le comprennent très, très bien. Puis rapidement, les parents, les papas deviennent très, très bons. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans les groupes de parents, alors qu'on faisait, il y a un papa qui m'a demandé un jour d'avoir des groupes de parents 0-6 mois, mais juste que les papas viennent avec leur bébé. Et c'était très intéressant de voir, il y a plusieurs mamans qui ont dit « Ah non, moi, mon chum ne viendra pas ». Finalement, les papas sont venus. Puis il y a toujours des papas très confortables avec les bébés. Puis c'est drôle parce que ce confort-là est contagieux. Les autres papas regardent les papas qui y arrivent, puis ils voient leur façon de faire, puis ils trouvent une grande sécurité, puis une grande satisfaction à eux aussi être capables d'entrer en contact avec le bébé. Puis toutes les études ça le montrent. Partout où il y a où le congé parental est partagé entre le papa et la maman. Puis il y a même des pays, là, je pense ne pas me tromper, qui sont des congés de paternité, ça existe, dédiés au papa. Puis,
ça engage le papa dans sa fonction parentale très, très, très bien. De très, très tôt, de prendre soin du petit bébé. Je répondais-tu à une question, là, où j'étais encore sur ma lancée qui donne soin? Ah oui, alors se reconnaître dans l'erreur. Oui, l'erreur fait partie de la parentalité, puis il faut être... Puis c'est heureux que ce soit comme ça. C'est parce qu'on persévère à trouver... on collabore avec l'enfant, on apprend à le connaître. Puis au début, il est difficile, on ne le connaît pas, cet enfant-là. Même, il y avait des mères qui ont eu 3 enfants, puis rendu au 4e, elles disaient, ben, lui, là, je ne le connais pas. Puis même, parfois, elles vont être dépossédées, là, parce qu'elles vont dire, hey, là, c'est mon 4e, puis lui, là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça fonctionne, puis je leur dis, ben non, tu ne le connais pas. Puis dès qu'on fait juste leur dire, mais oui, parce que tu ne le connais pas, et là, tout d'un coup, elles vont dire, ben oui, je vais le découvrir. C'est comme elles deviennent, plutôt que de devenir inquiètes et préoccupées, elles vont devenir curieuses, puis elles se dégagent d'arriver à quelque chose. J'aurais peut-être une petite question, Annie, avant qu'on poursuive. Bon, j'ai trouvé ça intéressant là, dans les échanges, ce qui est en lien avec l'homme libéré. Ce qui me venait à l'esprit, c'est comment fonctionnent les interventions globales au niveau du père. Qui va chercher des services, généralement, dans ce que tu as vu dans ta pratique? Et puis, si jamais on est un père qui se questionne, par où on entre, quelle porte on va cogner, parce que je pense que ça fait partie de l'aura de l'homme libéré, là, en lien avec le sujet. C'est les papas, c'est un papa qui m'a demandé d'avoir les ateliers, et ce papa-là, dans Fileray aussi, travaille maintenant en collaboration avec le CLSC, parce qu'il y a une grande... Puis c'est des papas aussi qui sont donneurs de soins, là. C'est des papas psychologues, des papas médecins, puis qui voient comment ils sont... il y a un article dans la presse sur les papas qui font des dépressions postpartum. Parce que quand un papa arrive avec un futur papa, avec une future... D'ailleurs, on va dire une femme est enceinte, mais il n'y a pas de mot pour dire le papa est en quoi, lui. Il n'y a pas de mot pour définir un papa qui attend un enfant. Puis ça manque. Puis quand la femme est hospitalisée, elle a un petit bracelet, le bébé naît, il y a un petit bracelet, mais le papa, il n'est pas pris en charge par l'équipe de soignants, alors qu'il a besoin de soins aussi. Le papa qui a vécu... souvent, ça peut bien se passer, là, un accouchement, mais ça peut mal virer aussi. Puis, évidemment, il devient aussi quelqu'un qui a besoin de soins, qui peut être traumatisé, qui peut vivre longtemps. Puis, l'infirmière, quand elle va vouloir aller en postnatal, aller visiter, l'infirmière ne demande pas si le papa va être présent. Alors ça, nous, on essaie de changer ça dans notre petite culture. On était 2 intervenantes très, très, très attachées à la paternité. Puis, depuis longtemps, alors la COVID là, nous a empêché la mise sur place d'un comité, mais et les infirmières sont très récalcitrantes. Pourquoi? Parce qu'elles vont dire, bien là, il va falloir ouvrir un autre dossier, une autre note à faire, un autre... Alors, ça surcharge le clinicien, puis fait que ça devient... C'est ça. Alors, c'est à poursuivre, là, parce que le papa a besoin de soins aussi, surtout quand l'accouchement a été difficile, puis et lui aussi, il est investi complètement dans... Les papas, moi, je regarde autour de moi, on touche, caresser le ventre, parler à l'enfant, imaginer l'enfant, tu sais. Quand on dit là, que mais la mère, elle attend un enfant, mais le papa, lui, c'est quand l'enfant naît, paraît, qui devient père, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Puis, c'est pas écrit nulle part, là, mais non. Moi, je pense que le papa qui est en attente d'un bébé, on doit prendre soin de lui aussi, dès la prise en charge en périnatalité. Ouais. Puis, c'est ça. Alors, dans la presse, je pense que c'est mais ça fait... Je pense que j'ai un article, là, je pense que c'est 2016 sur la dépression postpartum, puis c'était une étude britannique qui disait que ça allait passer sous le radar, là, que c'est
10% des femmes vont faire une dépression postpartum. Puis le risque de dépression postpartum chez le papa de ces femmes-là est de 50%. Ils ont une chance sur deux d'être en dépression aussi. Et ben, ça va s'exprimer par de la colère, de la fuite, augmenter les consommations d'alcool parce que l'homme traditionnel, l'homme non libéré, il n'y a pas vraiment d'autre façon. On ne lui a pas enseigné, appris à qu'est-ce qu'on fait avec une souffrance. C'est quoi d'abord la tristesse, avoir mal? Avoir mal, c'est douloureux, mais avoir un sentiment douloureux, c'est une chose, mais en souffrir, c'en est une autre. Apprendre à souffrir, ça s'apprend. Comment on gère une souffrance? Alors, c'est des choses qui s'apprennent. Puis, même moi, je ne me sens pas super... je voulais amener mon casque de hockey parce que tantôt, je sais pas, le temps passe tellement vite, mais je voulais vous proposer une petite activité par rapport à, justement, les émotions. Là. Est-ce que ça répond, Jérémy? Alors, si on nous avoute, là, dès qu'il y a un enfant qui naît, le papa devient aussi pris en charge, ça serait une révolution. Ça ne se fait pas à Montréal. Ça ne se fait pas au Québec. Alors, qui est le traditionnel? Ah, Marie-France? Continue, Annie. Je pense que c'est plus pertinent ce que tu as à dire que moi. Sûrement pas. Parce que depuis tantôt, tu me poses de bonnes questions qui enrichissent vraiment la conversation. Alors, toutes ces réponses, avant qu'on jase sur l'homme traditionnel, est-ce que tu voulais faire ton intervention, Marie-France? Non? OK. Fait que l'homme traditionnel cache sa vulnérabilité, celui qui ne pleure jamais, l'homme pourvoyeur, celui qui a comme seule confidente sa conjointe. Actuellement, si vous allez sur l'encyclopédie du jeune enfant, ils vont dire que eux, ils voient tout autour du monde, toutes les cultures. C'est encore la seule source fiable qu'on a, c'est que le papa, qui est l'homme, le papa pourvoyeur, garantit au moins à l'enfant une éducation, puis des meilleures chances dans la vie, ça reste. Ça reste constant, ça reste quelque chose qui est là. Un papa dans la vie d'un enfant qui s'engage, qui choisit d'être un papa, qui choisit d'être là, c'est toujours positif. Mais un papa qui est réticent à être là, qui est là in and out, qui est inconstant, c'est peut-être plus souhaitable qu'il soit pas présent. Alors, il y a tout ça, là, vous pourrez aller le lire. Voilà. C'est une chose qui a fait évoluer la parentalité au Québec, c'est les divorces. Parce que tout d'un coup, les papas ont dit hey, moi aussi, je suis un parent à part entière. Puis c'est vraiment ça qui a été aussi déterminant aussi dans donner la place au papa. Alors, le papa là, a pris sa place à part entière. Maintenant, c'est dans le dernier livre de Sonia Lupien, à chacun son stress. C'est super intéressant, qui dit ça, que maintenant, c'est 87% du temps. La fin de semaine, le papa, à hauteur de 87% du temps, il prend soin des enfants. La mère, mettons, est à 100%, le papa, 87%, c'est ça. Puis 67% dans la semaine. Fait que ça reste encore une charge plus forte sur les épaules de la maman. Mais ça s'améliore. Et ce sont de très vieux chiffres. Ces chiffres datent de 1996. Mais il n'y a pas d'études plus récentes. Puis la chercheure est très drôle, Sonia Lupien, elle dit ben c'est parce que c'est encore comme ça. On appelle, les chercheurs appellent, puis les papas disent attendez un peu, je vous passe la conjointe. Je vous passe ma conjointe. Alors, ils ne s'approprient pas encore cette expérience tout à fait, là, de dire, ben oui, moi, je peux te parler de mon enfant, je le connais, je peux répondre pour lui, puis c'est pas tout à fait là. Alors,
l'homme, ce qu'on s'aperçoit aussi, puis c'est plus vrai. Moi, les hommes autour de moi, ils ont des amis. Même que c'est une recommandation que je fais à mes jeunes enfants. Alors, mes jeunes adultes, je leur dis, est-ce que c'est la première chose qui m'intéresse quand quand ils ont un amoureux, c'est est-ce qu'il y a des amis? Parce que pour moi, c'est essentiel. Alors, autant un garçon, une fille, avoir des amis, ça veut dire avoir des habiletés relationnelles. Ça veut dire avoir de l'empathie. Puis, c'est ça qui nous protège dans la vie. C'est un grand facteur de protection d'avoir des gens autour de nous qui sont empathiques. Et l'empathie, ben, ça se développe. C'est quelque chose qu'on apprend. Alors, souvent, l'homme traditionnel, ben, sa seule confidente, c'est sa conjointe, puis il peut se retrouver très, très en détresse lors de séparation ou de divorce. Puis c'est souvent le cas parce que c'est souvent les femmes qui vont initier les séparations. C'est comme ça que ça fonctionne. Et les hommes, eux, ils ne voient pas de problème jusqu'à temps que ça fasse problème. Alors, là où il n'y a pas de problème, je ne peux pas être dans l'erreur, ben, je ne peux pas m'ajuster, fait que ça devient rigide, puis il y a peu de chances que ça peut juste casser. Bon, Jérémy, non, Renaud, c'est toi qui es en première. Climat de confiance. Ouais, pareil, hein? Pareil comme pour les femmes aussi, c'est ce qu'on recherche. Et êtes-vous surpris de voir que les hommes recherchent une femme intervenante plutôt qu'un homme intervenant? Non? Oui? Vous n'êtes pas surpris? As-tu un argumentaire à ça, Jérémy? Comment tu l'expliques que tu n'es pas surpris? Ben, je ne crois pas que ça fasse une différence. OK? OK. Ben, Homme ou femme. Marie-France? Moi, je pense que les femmes, on a été socialisées pour donner des soins et pour être empathiques, puis probablement que les hommes reconnaissent cette qualité-là. Alors, si je cherche un professionnel, le fait que ce soit une femme pourrait avoir la présupposition qu'elle a cette qualité-là. Tout à fait. Mais clairement, si un homme est dans ce métier-là, il y a probablement les acquis aussi, mais la supposition de base est probablement celle-là. Et ça, c'est une bonne partie de la réponse. Et l'autre partie de la réponse, ben, c'est que le père traditionnel, il sévit. Le père traditionnel donne la loi avec des punitions. Il est colérique. Alors, l'homme, nous, quand on va en thérapie ou c'est sûr que devant nous, on va relier l'homme devant nous, on va s'en méfier. Si on est un homme qui a été un peu brutalisé, brusqué, peu écouté par son papa, par exemple, ou même par ses collègues de travail, là, c'est pas tous les milieux où moi, je sais que mon fils qui est dans la construction, c'est assez sexiste, c'est assez dur. La culture de travail est différente. Puis, alors, c'est pas évident non plus qu'on va aller donner notre confiance à un homme. Même les hommes ont été des garçons vulnérables devant des hommes tout-puissants, devant des hommes colériques, des hommes qui se faisaient intimidants. Hein? Nos papas avaient de grosses voix, puis je sais pas le vôtre, là, mais moi j'avais peur de mon père. C'est ça. Fait que c'est aussi un élément de la réponse. Mais très juste. Que nous, on a été socialisés pour les soins.
OK, Renaud, quels sont les facteurs qui favorisent la consultation? Des heures d'ouverture qui simplifient la vie et la discrétion. Non, savoir à quoi s'attendre. Tout à fait. Alors, ben, tout à fait. Parce que d'abord, si tout le monde, c'est humain, on est inconfortable avec tout ce qui est avec la vulnérabilité, se montrer fragile, c'est déjà, on vit déjà une situation de stress, puis on veut savoir qu'est-ce qui va se passer. Les papas qui venaient à la rencontre veulent savoir de quoi on va parler d'avance. Aussi, il y a 10 ans, en tout cas, c'était vraiment comme ça. Je disais aux mamans, dites-leur que je ne vais pas leur poser de questions, je vais juste comme faire parler. Je vais pas. Mais 10 ans plus tard, j'avais d'autres types de demandes. Alors, au contraire, les papas veulent parler, s'exprimer, ils ont des choses à dire, tellement pertinentes en plus. Vraiment, autant que les mamans, là, je veux dire, ça fait. Il y a des gens, il y a chaque personne arrive avec son héritage, puis c'est toujours intéressant d'entendre parler les parents. Tout le monde, comme parent, veut pas de partager, mais de transmettre quelque chose à son enfant. Puis souvent, les hommes et femmes vont dire, moi, je ne veux pas donner ça, moi, je ne veux pas qu'il arrive ça, moi, je ne veux pas être comme ça. Puis c'est toujours intéressant de chercher avec eux, mais toi, qu'est-ce que tu veux donner? Homme ou femme? Ouais. Toi, qu'est-ce que tu veux transmettre? Parce que c'est toujours plus pertinent de savoir ce qu'on veut transmettre pour trouver comment on va faire, alors que c'est plus compliqué de trouver comment ne pas faire quelque chose. Voilà! Renaud, tu es le grand gagnant. Jérémy, deuxième. Merci pour ta participation, Marie-France. Troisième. Alors, ça termine le chaos